Bonsoir Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, polytechnicien, consultant, enseignant aussi à l'École des Mines. Vous travaillez depuis longtemps sur les grands enjeux de la transition énergétique. Vous êtes connu pour votre franc-parler et vos analyses, disons, iconoclastes pour la bien-pensance. Et vous êtes avec nous parce que la croissance, en ce moment, est sur toutes les lèvres, en Europe, mais surtout en France. Or, vous dites-vous, et vous le démontrez, que l'énergie limite aujourd'hui nos capacités de croissance. Pourquoi ? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui, les machines qu'on utilise, que ce soit dans l'industrie ou même dans les services, sont des centaines ou des milliers de fois plus puissantes que les organismes humains, à Mhm. une condition, c'est qu'elles aient de l'énergie pour fonctionner. Et il n'y en a pas assez ? On conçoit bien qu'un moteur de camion sans essence n'ira pas très loin et qu'un laminoir sans électricité n'ira pas très loin non plus. Et aujourd'hui, depuis même en fait 35 ans, c'est-à-dire depuis les premiers chocs pétroliers, par petites touches pour le moment, mais ça va se renforcer, c'est l'énergie disponible qui limite la production économique au sens du PIB. Quel que soit le degré de dépendance des pays par rapport aux énergies fossiles, puisque c'est ça la question, Alors, c'est l'épuisement des 80% de énergies l'énergie qu'on fossiles. consomme dans le monde aujourd'hui est d'origine fossile. Donc cette corrélation entre l'énergie fossile et la production économique marche extrêmement bien, y compris pour des pays qui ont une électricité plus décarbonée. Ça les rend quand même plus résistants au Mhm. choc économique, hein, Comme la France, par comme la exemple, France, avec le absolument. nucléaire. Mhm. Absolument. Mais ça ne supprime quand même pas cette corrélation pour une raison très simple, c'est que les transports marchent essentiellement au pétrole. 98% des transports terrestres utilisent du pétrole, pas de l'électricité. Et dans l'économie mondialisée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il n'y a rien qui se fasse sans transport. Ouais. Et on a besoin du pétrole pour l'instant pour les transports. Ça veut dire que tous ceux qui misent sur le retour à un rythme de croissance annuel assez régulier, autour de 2%, sont dans l'illusion ? Eh bien, ils rêvent, ou ils ne rêvent pas du reste, ils pensent à revenir avant les chocs pétroliers, Mhm. puisqu'il faut remonter aux années 80 pour retrouver en France un rythme annuel de croissance du PIB qui, sur 10 ans, on va dire, soit supérieur à 2%. Et en fait, on se rend compte que dans tous les pays industrialisés au monde, et donc ça vaut aussi pour la zone OCDE dans son ensemble, la croissance moyenne par décennie, c'est des marches d'escalier descendantes Ouais, c'est ça. depuis la fin de la guerre. Donc ça a Mhm. été très fort, puis un peu moins fort, puis etc. Et on approche du moment où ça va être zéro. On nous dit que dans nos vieux pays, une bonne façon de relancer la croissance, ce serait justement d'accélérer la transition énergétique, de mettre le paquet, d'investir, de créer des emplois dans les énergies renouvelables. C'est pas une Alors, mauvaise idée en soi. je vais prendre un contre-pied amusant. Admettons qu'on crée énormément d'emplois dans le secteur énergétique et que 100% de la population soit employée dans le secteur énergétique. Mhm. Vous voyez bien que 0% de la population est employée dans le reste. Donc en fait, on a de l'énergie et on n'en fait rien. En fait, le grand paradoxe, c'est que moins on a de gens employés dans le secteur énergétique et plus l'économie est productive. C'est ça le grand Oui, paradoxe. parce que les gens font autre chose Parce avec l'énergie qu'exactement, les gens produite. font autre chose avec Mhm. très peu de gens qui suffisent à fournir l'énergie aux gens qui font autre chose. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on puisse revenir à ce genre de situation. Je pense justement qu'on ne peut pas y revenir. Mais il faut faire très attention quand on s'intéresse aux emplois créés dans un secteur A, à ne pas se cantonner à ce secteur et à regarder ce qui se passe de manière plus globale. Et à ne pas voir ceux qu'on perdrait par ailleurs. L'Allemagne triomphait hier, lundi de Pentecôte, parce qu'en cette journée particulière, toute l'électricité produite et consommée là-bas venait des énergies alternatives, l'éolien, le solaire notamment. Alors un système électrique, vous ne pouvez pas le considérer un jour, une heure. Il est censé fonctionner toute l'année. Hmm. Donc se concentrer sur ce qui se passe un jour n'a pas beaucoup de sens. C'est quand même un signe, quoi. Oui, mais on pourrait à ce moment, un jour par an, dire là, toute l'énergie, toute l'électricité, puis exactement pas l'énergie, hein, a été fournie par le vent et le soleil. Et puis 364 jours sur 365, on ferait un grand communiqué de presse en disant aujourd'hui, une large partie de l'électricité a été fournie par le charbon et le gaz avec tant de CO2 à la clé. C'est ça qu'on devrait faire si on était honnête. À vous entendre, on est un peu coincé. Moi, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment on en sort. Il faut Alors, anticiper, évidemment, mais comment ? aujourd'hui, ce qu'on peut faire, on ne peut pas à la fois augmenter les rémunérations et augmenter l'emploi. C'est ça le piège dans Et comment lequel... vous arrivez du raisonnement on- sur l'énergie au raisonnement sur les salaires et sur l'emploi ? Parce que vous ne pouvez redistribuer que de l'argent que vous avez gagné. Donc, Donc c'est la croissance, en réalité. dans une économie où vous n'avez plus de croissance, Ouais. vous n'avez pas plus à redistribuer. Alors, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est des projets concrets, ça on sait faire, des emplois concrets, on sait dire à quoi on pourrait employer les gens. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est rajouter derrière, et en plus, vous allez gagner de plus en plus d'argent. Mhm. Donc se serrer la ceinture, ça on l'a bien compris. Et pour ce qui est de l'énergie, mettre le paquet quand même sur les énergies Alors, mon renouvelables, sentiment, c'est que alternatives. le premier pays qui arrivera à décarboner significativement son économie, c'est-à-dire à fonctionner avec de moins en moins de combustibles fossiles, prend un avantage compétitif sur les autres parce qu'il met au point avant les autres les modes d'organisation, les types de production, les types de systèmes
systèmes fiscaux, les types de systèmes économiques, les types de formations, les types de compétences, etc., qui sont utiles dans ce genre de monde. Et donc, ça fait une monnaie d'échange. Et donc, ça fait un avantage compétitif. C'est là où le lundi de Pentecôte en Allemagne n'était peut-être pas si anodin que ça. Non, parce que la consommation d'électricité y était très faible. On aura les moyens d'assurer cette transition qui doit être massive et extrêmement coûteuse, évidemment, et rapide en plus. Alors, ce qu'on n'aura pas les moyens de faire, c'est d'assurer cette transition et de penser en plus qu'on va rembourser toute la dette qu'on a déjà contractée jusqu'à maintenant. Donc là aussi, je pense qu'une chose douloureuse à laquelle il faut commencer à se faire, mais je pense que pour les Grecs, on a commencé à se faire à l'idée, c'est qu'il n'est pas complètement sûr qu'on rembourse toute la dette que les Parce États... qu'on aura besoin d'en faire d'autres, des dettes pour parce tout que ça. pour rembourser la dette, il faut avoir de l'argent. Et en fait, quand vous regardez comment a évolué le système financier, enfin le système d'endettement des ménages, des entreprises et des États depuis 35 ans, vous vous rendez compte qu'on a bâti une espèce de pyramide de Ponzi et on ne voit pas trop comment on arriverait à rembourser tout ça avec les perspectives économiques futures. On a le sentiment qu'à l'arrivée, tout votre raisonnement aboutit à la conclusion, en tout cas, qu'il faut se résigner au nucléaire en France. Pour moi, ce n'est pas une résignation. Il se trouve que quand on regarde bien, le nucléaire est considérablement moins dangereux que le charbon, considérablement moins dangereux que le gaz et considérablement moins dangereux que le pétrole. Il est même considérablement moins dangereux que les barrages. Sauf que les traumatismes sont plus forts quand ça marche pas. Sauf que la médiatisation des traumatismes est plus forte. Et donc, en soi, c'est un atout pour vous, selon Vous savez, à chaque France. fois qu'on met une centrale à charbon en fonctionnement dans le monde aujourd'hui, on crée derrière, on va dire, quelques dizaines de milliers de morts. À cause des accidents dans les mines et par pollution urbaine. À long terme. Oui. Aujourd'hui, pas à si long terme que ça, parce que les accidents dans les mines, ça arrive vite. Aujourd'hui, on installe une tranche à charbon par jour dans le monde en ce moment. Donc le charbon est considérablement plus dangereux que le nucléaire et considérablement plus utilisé que dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici.